Merci de nous suivre. Il est tout juste 13 h sur la première. Le journal de la mi-journée avec vous, Catherine Boutet. Bonjour. Et on commence par les titres. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le CCAS de Saint-Laurent ouvert, mais avec un fonctionnement perturbé. Une partie des agents du Centre communautaire d'action sociale est en grève depuis ce matin à l'appel de l'UNSA territoriale Ouest-Guyane. Des centaines de Guyanais ont pu s'immerger dans des pays étrangers ces dernières années. Le dispositif Erasmus+ continue. Il a été présenté ce matin à l'Université de Guyane. Il concerne des jeunes et des moins jeunes. Gros plan dans ce journal. Et puis 47 km compliqués pour les automobilistes. La route entre Apatou et Saint-Laurent-du-Maroni est truffée de nids de poules. 6 km ont déjà été refaits. 10 autres sont promis par la CTG d'ici août prochain. Et c'est l'heure du développement de tous ces titres. Et on commence par cette grève au CCAS de Saint-Laurent. La moitié des agents du Centre communautaire d'action sociale a cessé le travail depuis ce matin. Un mouvement à l'appel de l'UNSA territoriale Ouest-Guyane, soutenu par une vingtaine de bénéficiaires. Le syndicat parle de personnel en souffrance et d'inégalité d'accès aux droits. On fait le point avec André Adélaïde, le responsable du pôle technique du CCAS et secrétaire général de l'UNSA des agents territoriaux de l'Ouest guyanais, suivi de Clotilde Nanou, responsable du pôle social au CCAS et trésorière adjointe de l'UNSA. Ils sont au micro de Terence Moy et Ingrid Soseisma. On a un turnover au poste de directeur qui est inadmissible. Et ceci engendre maintenant des situations avec la direction actuelle dictatoriale, c'est-à-dire que il y a des pressions sur les agents syndiqués, il y a également des attitudes assez surprenantes, et il faut savoir que le CCAS est quand même flanqué de 4 autres annexes, que sont le FEJOC, dont tout le monde sait la situation dans laquelle il est aujourd'hui. On a constaté une inéquité dans le traitement des primes, dans le traitement du droit à la formation, dans le traitement des avancements de carrière. Et donc nous voulions vraiment axer aujourd'hui sur les lignes directrices de gestion, retravailler sur vraiment une procédure en tout cas d'attribution, sur remettre un peu de sens en tout cas dans tout ce qui pourrait être rétribué. Et puis nous avons aussi les collègues du FEJOC qui aujourd'hui se trouvent dans une incertitude par rapport à leur avenir professionnel, et donc nous tentons en tout cas d'avoir des réponses de l'autorité. Et notez qu'un conseil d'administration est prévu cet après-midi. Les grévistes espèrent une rencontre avec Sophie Charles, maire de Saint-Laurent et présidente du CCAS. C'est un dispositif qui a permis à des centaines de Guyanais de s'immerger dans des pays étrangers. Le programme Erasmus+ permet de partir dans 33 pays en Europe, mais aussi dans 168 pays partenaires. Contrairement aux idées reçues, cela ne concerne pas que les étudiants, des collégiens, des lycéens, des apprentis et des demandeurs d'emploi peuvent également en bénéficier. Depuis ce matin, l'Agence nationale Erasmus+, la CTG, le rectorat et l'université proposent sur le campus de Troubiran une journée d'information. Objectif, informer toutes les structures et partenaires concernés des possibilités de mobilité. On écoute Antonio Nardi, il est chargé de mission relations internationales, référent Erasmus pour le rectorat de Guyane. Il est au micro d'Isabelle Lerouge. Nous avons à peu près plus de 15 établissements accrédités qui sont susceptibles de faire des mobilités d'élèves, d'étudiants et de personnes dans le cadre de l'éducation et de la formation professionnelle. Le programme Erasmus+ permet de faire des mobilités en Europe et aussi auprès des pays partenaires de l'Union européenne. Donc pour la Guyane et pour les étudiants, les élèves, les enseignants ou même les personnes à la recherche d'un emploi, Erasmus+, ça permet une ouverture à l'international, de développer des compétences culturelles, professionnelles et aussi de perfectionner une langue étrangère. Il y a une augmentation du budget qui correspond à peu près à 80% de ce qui existait auparavant. Donc le programme précédent, 2014-2020, nous étions sur 14 milliards d'euros. Là, nous sommes sur un budget de 26 milliards d'euros pour 2021-2027.
Et à noter que cet après-midi, des agents Erasmus+ pourront aider les volontaires à préparer leur dossier. Et comme tout voyage, une mobilité Erasmus+ se prépare. C'est ce que nous allons voir avec vous, Olivier Damon. Bonjour. Bonjour Catherine. Alors, il existe plusieurs dispositifs pour accompagner les candidats. Oui, d'abord Europass. Europass, il s'agit d'un outil gratuit disponible dans 35 pays et en 29 langues. Lancé en 2020, Europass permet de créer son profil professionnel en ligne et donne accès à des offres d'emploi et de formation à travers toute l'Europe. Aujourd'hui, plus de 4 millions de personnes ont un compte Europass. Il y a aussi l'AEFA, l'agenda européen pour la formation des adultes. Comme son intitulé l'indique, cette plateforme s'adresse donc aux adultes peu qualifiés à la formation. L'AEFA fait l'objet aujourd'hui d'une expérimentation entre la France, expérimentation de méthode de travail entre la France et ses partenaires européens. Alors ça, c'est pour les stagiaires, mais des aides sont également disponibles pour les acteurs de l'enseignement. Oui, tout à fait. Il s'agit bien de ces personnes qui interviennent dans le parcours Erasmus+, avant, pendant et après parfois. Alors, elles ont accès à Euroguidance. Il s'agit d'un réseau pour l'orientation. Il fournit des informations sur les études en Europe, les stages, les programmes européens, les lieux ressources utiles, etc. Vous avez aussi eTwinning, une plateforme européenne dédiée aux équipes éducatives des établissements scolaires et des centres de formation, des centres donc de formation d'apprentis. Plus d'1 million d'enseignants inscrits dans 200 000 établissements de 44 pays européens réalisent des projets pédagogiques. Et puis enfin, EPAL, une plateforme européenne en ligne également, qui réunit près de 100 000 professionnels de l'éducation et de l'éducation des adultes autour de pratiques communes pour construire des projets européens. Alors bien évidemment, Catherine, tout cela semble un labyrinthe. Le mieux est donc de se rapprocher des référents ou du référent Erasmus+ de votre établissement en scolaire ou de formation professionnelle. Merci Olivier. Le programme Morpho s'est achevé ce matin avec une évacuation en conditions réelles de malades et de blessés. Pour mettre en place l'exercice, il a fallu un gros porteur, un A350-900 avec à son bord 42 patients en évacuation sanitaire. Objectif, une prise en charge efficace de malades en cas de crise ou catastrophe en Guyane. Des centaines de personnes ont été sollicitées sur le terrain, mais également dans les bureaux. Et durant les 4 jours d'exercice, occasion de se rendre compte qu'une organisation des soins est importante, mais que la communication est vitale. On écoute le professeur Lionel Lameau du SAMU de Paris, directeur de l'exercice Morpho. Il est au micro de Clotilde Séraphin-Georges et Martial Grit. Ça nous a surtout appris, alors il y a l'organisation purement matérielle, les soins, mais c'est surtout la communication entre plein de services différents. Des services publics, des services privés comme Air Caraïbes que vous voyez derrière moi, le service public, privé, le sanitaire et les secours, les pompiers, l'armée et le civil, tout ça a travaillé ensemble, les agences régionales de santé des Antilles, de Guyane, de métropole, tout le monde a travaillé ensemble. Ça veut dire que cette communication, il fallait la découvrir et comme ça les gens se connaissent. Et c'est très important dans ces situations-là. 13h09 sur la première, la suite et fin du journal avec la route d'Apatou. Oui, Sonia, ils sont devenus le cauchemar des usagers. Les 47 kilomètres de la route entre Saint-Laurent et Apatou, ils sont parsemés de trous et rendent la vie des automobilistes difficile. Les transporteurs scolaires qui relient les deux communes n'en peuvent plus. On écoute Victor Bantifo, chef de l'entreprise Nord-Ouest Transport. Il est au micro de Terence Moy. Nous, on fait le transport scolaire pour le compte de la CTG Saint-Laurent à Apatou tous les jours, Apatou Saint-Laurent plutôt. C'est des lycéens d'Apatou qui vont à l'école à Saint-Laurent, dans les lycées de Saint-Laurent. Et tous les matins, tous les jours, on a des casses. C'est dangereux aussi pour les élèves, c'est dangereux pour les chauffeurs. Donc ça fait des mois que cela dure. Et nous avons attiré l'attention de la CTG plusieurs fois. Et nous, en ce moment, on va peut-être arrêter le transport pour la rentrée prochaine parce qu'on ne peut plus, on a des casses. Et travailler à perte, c'est pas non plus notre façon de faire.
Une délégation de la CTG s'est rendue sur place hier matin pour échanger avec les élus locaux. La collectivité a réalisé plus de 6 km de travaux l'an dernier. 10 km supplémentaires sont promis d'ici les grandes vacances. La CTG et le maire d'Apatou ont toutefois un désaccord sur l'enrobé. Pour Zadkiel Saint-Oris, des fondations solides en tricouche seraient à favoriser. On écoute l'élu délégué aux infrastructures routières à la collectivité territoriale de Guyane. Il est au micro de Terence Moy. Ce qu'on est en train de faire sur Apatou, c'est ce qu'il y a sur Cayenne, sur Kourou, dans n'importe quelle commune. C'est même ce qu'il y a sur la route nationale, donc la route de l'État. Et on en fait même un peu plus. Au lieu de mettre 2 couches, on en met même une 3e et avec tout ce qu'il faut comme assises et fondations en dessous. Et notez qu'au-delà des grands travaux prévus en juillet et août 2023, l'urgence sera également traitée dès cette semaine avec le stock de matériaux disponibles selon la CTG. Vous l'avez peut-être noté en faisant vos courses, les prix ont continué à grimper, 0,8% pour le mois d'avril selon l'INSEE, selon l'indice des prix qui vient d'être publié. La hausse concerne tous les secteurs de la consommation, notamment ceux de l'énergie et des services. En une année, les prix ont augmenté de près de 3% en Guyane. C'est toutefois 2 fois moins qu'au niveau national. On fait le point avec Véronique Nison. Dans l'alimentation, les prix continuent d'augmenter avec 0,4% au mois d'avril. Les produits frais ont vu leur prix légèrement baisser, détaille l'INSEE, mais cela est compensé par la hausse des autres produits. Sur un an, l'alimentation en Guyane a connu une forte inflation de 9,8%, mais à un rythme tout de même moins élevé qu'en Guadeloupe ou en Martinique et moins forte que les 15% dans l'Hexagone. Les autres secteurs où les prix ont également augmenté concernent l'énergie, notamment due aux produits pétroliers, alors que le prix de la bouteille de gaz a connu une baisse de 4,5%. Dans le secteur des services également, la hausse touche particulièrement le transport aérien des passagers avec une hausse de 5,3% en avril. Les produits manufacturés ont connu des prix stables, tout comme l'habillement et les chaussures. Ce sont les produits de santé qui ont connu une baisse de 1% pour ce même mois. Sur un an, l'indice des prix à la consommation, 2,9%, a connu une progression 2 fois moins rapide qu'au niveau national et moindre que dans tous les autres départements d'outre-mer. Ce chiffre maintenant, 73 162. C'est le nouveau nombre record de détenus en France, selon les derniers chiffres du ministère de la Justice. Des chiffres en hausse pour le 4e mois consécutif dans les maisons d'arrêt et dans les centres pénitentiaires. Conséquence des prisons surpeuplées avec des taux d'occupation dépassant souvent les 150%, voire plus en Guyane et dans certains territoires d'outre-mer. On fait le point avec Odjan Adjali. Triste record d'abord pour le centre de détention de Majicavo à Mayotte et ses 286 détenus pour 114 places. Taux d'occupation au 1er mai de 150%. Situation particulièrement critique aussi en Guyane. Quasiment 200% de taux d'occupation à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly, tandis qu'à celle de Bémao en Guadeloupe, on dépasse les 180%. Des cellules pleines à craquer aussi dans les prisons de Nouméa et de Tahiti. Résultat, des détenus contraints de dormir sur un matelas à même le sol. Pour remédier à la surpopulation carcérale, le ministère de la Justice a promis la création de 15 000 nouvelles places de prison au niveau national d'ici 2027. De nouveaux établissements pénitentiaires devraient notamment voir le jour en Guyane et en Guadeloupe. Mais ce n'est pas la bonne solution, selon la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Dans son rapport très critique publié le 11 mai, Dominique Simoneau fustige l'inertie coupable de l'État. Situation dénoncée aussi au niveau international. Il y a 3 ans, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour conditions de détention inhumaines et dégradante. Et il y a quelques semaines seulement, c'est le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui demandait aux autorités du pays de prendre des mesures en urgence concernant la situation dans ces prisons. Et c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Catherine Boutet. Oui, le CCAS de Saint-Laurent ouvert, mais avec un fonctionnement perturbé. Une partie des agents du Centre communautaire d'action sociale de Saint-Laurent-du-Maroni est en grève depuis ce matin. L'UNSA territoriale Ouest-Guyane dénonce un management qualifié de dictatorial de leur direction. Un conseil d'administration est prévu cet après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information régionale à 18h en radio avec Olivier Damon. À 19h30, vous retrouverez Nélia Chérubin-Jeannette pour le Guyane Info Soir. Bon après-midi sur nos antennes, à demain 13h.